Donc, on a vu avec Platon, et en particulier avec l'importance qu'avait le personnage de Socrate dans la République, à quel point euh, l'art l'art avait bruit de tondeuse à gazon. L'art avait une dimension politique, une dimension pratique en tout cas euh, évidente, et comment l'art pouvait effectivement devenir le média de la politique. On peut se demander si cette situation ne s'est pas aggravée à la faveur de la modernité, et si l'art, qui a toujours été un instrument de propagande politique, n'a pas changé complètement de dimension avec la modernité. Alors c'est ce que Walter Benjamin va suggérer dans un essai qui s'intitule L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Alors, ce que je vais vous faire faire, c'est lire le texte. Vous allez donc lire le texte et euh, essayer de répondre à la question suivante. Euh, Qu'est-ce qui distingue le rapport ancien du spectateur à l'œuvre d'art ou du public à l'œuvre d'art par rapport à son rapport contemporain? Qu'est-ce qui distingue le rapport traditionnel à l'œuvre d'art par rapport à son rapport contemporain? Je vous laisse lire le texte dans son intégralité et répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé?
encore 5 minutes, et ensuite on s'y met. Allez, on y va, messieurs.
Alors, je relis le texte rapidement et ensuite j'aimerais voir ce que vous en avez compris. Alors, c'est pas ça, c'est là. Non, c'est pas ça non plus. Je vais y arriver. Tac. Ouais, ok. Alors, je relis le texte. Il est du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autres pouvaient toujours le refaire. Ainsi, la réplique fut pratiquée par les maîtres pour la diffusion de leurs œuvres, la copie par les élèves dans l'exercice du métier, enfin le faux par des tiers avides de gains. Par rapport à ces procédés, la reproduction mécanisée de l'œuvre d'art représente quelque chose de nouveau, technique qui s'élabore de manière intermittente à travers l'histoire, par poussée à de longs intervalles, mais avec une intensité croissante. À la reproduction même la plus perfectionnée d'une œuvre d'art, un facteur fait toujours défaut, son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique exclusivement s'exerçait son histoire. Le hic et nunc de l'original forme le contenu de la notion de l'authenticité. Et sur cette dernière repose la représentation d'une tradition qui a transmis jusqu'à nos jours cet objet comme étant resté identique à lui-même. Les composantes de l'authenticité se refusent à toute reproduction, non pas seulement à la reproduction mécanisée. L'original, en regard de la reproduction manuelle, dont il faisait aisément apparaître le produit comme faux, conservait toute son autorité. Or, cette situation privilégiée change en regard de la reproduction mécanisée. Le motif est double. Tout d'abord, la reproduction mécanisée s'affirme avec plus d'indépendance par rapport à l'original que la reproduction manuelle. Elle peut, par exemple, en photographie, révéler des aspects de l'original non accessibles à l'œil nu, mais seulement à l'objectif réglable et libre de choisir son champ et qui, à l'aide de certains procédés tels que l'agrandissement, capte des images qui échappent à l'optique naturelle. En second lieu, la reproduction mécanisée assure à l'original l'ubiquité dont il est naturellement privé. Avant tout, elle lui permet de venir s'offrir à la perception, soit sous forme de photographie, soit sous forme de disque. La cathédrale quitte son emplacement pour entrer dans le studio d'un amateur. Le chœur exécuté en plein air ou dans une salle d'audition retentit dans une chambre. Ces circonstances nouvelles peuvent laisser intact le contenu d'une œuvre d'art. Toujours est-il qu'elle déprécie son hic et nunc. S'il est vrai que cela ne vaut pas exclusivement pour l'œuvre d'art, mais aussi pour un paysage qu'un film déroule devant le spectateur, ce processus atteint l'objet d'art, en cela bien plus vulnérable que l'objet de la nature en son centre même, son authenticité. On pourrait réunir tous ces indices dans la notion d'aura et dire ce qui, dans l'œuvre d'art à l'époque de la reproduction technique, dépérit, c'est son aura, processus symptomatique dont la signification dépasse de beaucoup le domaine de l'art. La technique de reproduction, telle pourrait être la formule générale, détache la chose reproduite du domaine de la tradition. En multipliant sa reproduction, elle met à la place de son unique existence son existence en série, et en permettant à la reproduction de s'offrir en n'importe quelle situation au spectateur ou à l'auditeur, elle actualise la chose reproduite. Ces deux processus mènent à un puissant bouleversement de la chose transmise, bouleversement de la tradition, qui n'est que le revers de la crise et du renouvellement actuel de l'humanité. Qu'est-ce en somme que l'aura ? Une singulière trame de temps et d'espace, apparition unique d'un lointain, si proche soit-il. L'homme qui, un après-midi d'été, s'abandonne à suivre du regard le profil d'un horizon de montagne ou la ligne d'une branche qui jette sur lui son ombre, cet homme respire l'aura de ces montagnes, de cette branche. Mais la masse revendique que le monde lui soit rendu plus accessible, avec autant de passion qu'elle prétend à déprécier l'unicité de tout phénomène en accueillant sa reproduction multiple. De jour en jour, le besoin s'affirme plus irrésistible de prendre possession immédiate de l'objet dans l'image, bien plus dans sa reproduction. Il est indispensable de tenir compte de ces circonstances historiques,
dans une analyse ayant pour objet l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, car elles annoncent cette vérité décisive. La reproduction mécanisée, pour la première fois dans l'histoire universelle, émancipe l'œuvre d'art de son existence dans le rituel. Dès l'instant où le critère d'authenticité cesse d'être applicable à la reproduction artistique, l'ensemble de la fonction sociale de l'art se trouve renversé. À son fond rituel doit se substituer un fond constitué par une pratique autre, la politique. Alors, qu'est-ce qui oppose le rapport ancien à l'œuvre d'art à son rapport contemporain? Allez-y, quelqu'un. Paul, par exemple. Ah, Paul, ah, je vais l'appeler la marque rouge. Alors, peut-être pas Paul, quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui caractérisait le rapport ancien à l'œuvre d'art? Oui. Son authenticité, c'est-à-dire, essayez de développer votre réponse. Quand je suis face à un tableau du Caravage, par exemple, que se passe-t-il? Il a été produit par l'artiste directement. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'œuvre d'art par rapport à moi? Ouais. Alors, ouais, mais en quel sens? En quel sens? Il est unique, et donc, qu'est-ce qui va en fait caractériser cette œuvre d'art originale, authentique, par rapport à une carte postale de cette œuvre d'art? Au fond, qu'est-ce que c'est que l'authenticité? C'est quoi la différence entre la Tour Eiffel et la Tour Eiffel de Las Vegas? À peine. Ouais. Oui, mais du coup, c'est la première. Et du coup, oui. Alors, c'est ce que Benjamin appelle cette espèce d'effet qu'il a sur les gens. L'aura, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aura? L'aura, c'est la profondeur historique d'un lieu, d'un paysage ou d'un objet. Si vous allez sur le forum à Rome, il y a de fortes chances que vous marchiez sur les mêmes dalles euh, que César, que Marc-Antoine, que Cléopâtre. C'est pas rien si vous voulez. C'est pas tout à fait rien. Si vous allez devant les pyramides de Gizeh, vous voyez quelque chose qui est resté à peu près semblable pendant plus de 4000 ans. C'est quelque chose, en fait. Ce n'est pas rien. C'est le lieu où Bonaparte aurait prononcé cette célèbre phrase du haut de ces pyramides. Plus de, je ne sais plus, 40 siècles vous contemplent. Quelque chose de ce style. Donc en fait, l'aura, c'est un portail vers le passé. Okay. C'est le fait que certaines œuvres, certains objets, certains lieux sont habités par le passé. Euh, une carte postale, un poster, est habité par quoi? Par rien. Par rien du tout. Et c'est ça l'authenticité. Alors, on fait une petite reprise. Donc, dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, hein, encore un titre à l'allemande, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Benjamin, donc c'est Walter Benjamin, ça s'écrit Benjamin et ça se prononce Benjamin. Benjamin va s'intéresser à la question de la mimésis, mais sous l'angle de la reproduction de l'œuvre d'art, de l'imitation de l'œuvre elle-même. Question qu'on n'avait pas encore abordée jusque-là. Et si Benjamin s'accorde à dire que de tout temps,
on a reproduit des œuvres, il n'est pas vrai de dire que notre rapport à l'œuvre d'art est resté intact. Il a été modifié par la mécanisation de la reproduction. Le fait qu'on puisse reproduire en série une œuvre grâce à la photographie, euh, grâce au disque, hein, aux 33 tours, aux 45 tours, au CD. Alors évidemment en 35, il n'y avait pas encore de CD. Grâce au cinéma. La reproduction mécanique de l'œuvre d'art a modifié notre rapport à l'œuvre d'art. Qui a fait un peu de latin ici? Personne. Ah, voilà. C'est ce que notre cher ministre, M. Blanquer, appelle une matière triviale. En fait, c'est pas trivial du tout, étant donné que ce sont nos racines. Le hic et nunc. Hic et nunc, ça veut dire quoi? Hic et nunc, ça veut dire l'ici et le maintenant. Okay. Benjamin caractérise l'originalité de l'œuvre d'art comme le hic et nunc de l'authenticité. Une œuvre originale a été produite, ou plutôt créée, à un moment précis de l'histoire, par un artiste. Et c'est la raison pour laquelle l'œuvre originale a plus de valeur que la copie. C'est le privilège de l'authenticité. Quand bien même, dit Benjamin, lorsque la photographie ou le cinéma nous permettent de mieux voir une peinture, par exemple, avec le zoom, c'est quand même l'œuvre d'art originale qui aura plus de valeur. Pourquoi? Eh bien, on l'a un petit peu dit, à cause de son aura. Son aura, l'aura de l'œuvre d'art, c'est le magnétisme qu'elle exerce sur nous, parce qu'elle est un portail, elle est un pont vers le passé et qu'elle a été transmise par la tradition. Il y a une émotion particulière que l'on ressent lorsqu'on se dit, par exemple, effectivement, ce Saint Jérôme-là, le premier à l'avoir vu, c'est le Caravage. Le, les Parisiens du Moyen Âge ont vu, bon alors, mauvais exemple, ont vu la même Notre-Dame que nous. C'est une bonne question, c'est une question intéressante d'ailleurs, la rénovation de Notre-Dame de ce point de vue-là, du point de vue du texte de Benjamin. Le, nous, nous marchons, si vous voulez, sur les lieux d'une vieille cité chrétienne et médiévale à Chartres, etc. etc. Moi, j'ai... oui. Alors non, justement, c'est précisément ça qui a changé. Ce que veut dire en revanche Benjamin, c'est qu'il y aura toujours un privilège dans notre rapport traditionnel à l'art de l'original sur la copie. Précisément à cause de cette profondeur historique de l'œuvre. C'est pour cela, effectivement, que je pourrais vous montrer cette vidéo.
mais c'est pour cela, au fond, que la valeur d'une œuvre, c'est ce qui va changer avec l'art contemporain, la valeur d'une œuvre, c'est son public et la postérité qui l'a fait traditionnellement. On peut prendre l'exemple célèbre de Van Gogh, qui va crever de faim toute sa vie parce qu'il n'arrive pas à vendre, et lorsqu'il vend, c'est quasiment à prix coûtant. C'est, il vend, il survit à peine grâce à sa peinture. Qu'est-ce qui va faire la valeur d'une toile de Van Gogh? Bah, le fait qu'il ait trouvé un public et qu'il ait trouvé durablement un public. Le fait que ses œuvres soient encore regardées des siècles après. Enfin, des siècles. Oui, je pense que dans 2 siècles, on regardera encore les tournesols de Van Gogh. Je n'en dirai pas autant des petites statues en plastique de Jeff Koons et des plugs anal de McCarthy en forme de sapin de Noël, place Vendôme si vous voulez. Je pense que ça sera pas. Enfin, je pense que personne ne se ruera pour voir du McCarthy et du Koons dans 2 siècles. En revanche, peut-être qu'on continuera à regarder des toiles du Caravage. Enfin, il faut l'espérer, sinon il y a de quoi se flinguer. Mais au fond, ce qui fait effectivement la valeur d'une œuvre, c'est sa reconnaissance par, par le public. Et cette reconnaissance prenait d'autant plus de temps qu'on n'avait pas la photo, qu'on n'avait pas la carte postale, si vous voulez, qu'on n'avait pas le poster dans sa chambre d'une toile de Van Gogh. Fallait se déplacer pour voir. Et fallait d'une certaine manière le temps que l'artiste soit reconnu par son public. Okay. Alors, oui, on pourrait dire ce qui fait la valeur de... Traditionnellement, ce qui fait la valeur de l'œuvre, c'est sa durabilité. Je ne sais pas combien il y avait d'auteurs à la mode à l'époque de Balzac, mais c'est Balzac qui est resté, si vous voulez. Alors, ce que dit Benjamin, et il faut le comprendre dans un sens latin du terme, c'est que le rapport traditionnel à l'œuvre d'art est un rapport religieux, au sens étymologique du terme. Qu'est-ce que c'est étymologiquement que la religion? C'est le fait de relier, c'est l'action de relier. Et de relier au passé. Toute religion est la religion d'une fondation. On se réfère aux prophètes, on se réfère au Christ, on se réfère à Abraham et Moïse, on se réfère à la fondation de Rome. La religion, c'est le moment de la fondation. Alors pourquoi le rapport traditionnel à l'art est-il un rapport religieux? Précisément parce qu'il nous relie au moment de la création. C'est ça qui fait l'originalité de l'œuvre d'art. Or, que va-t-il se passer avec la reproduction mécanisée de l'œuvre? Que se passe-t-il à partir du moment où on a des cartes postales de la Joconde? Ouais. Non, je dirais pas ça. C'est toujours Léonard de Vinci qui a fait la Joconde, mais quand ça devient un t-shirt pour touristes chinois, on peut l'avoir partout. Alors ça, c'est ce que Benjamin appelle l'ubiquité. L'ubiquité, ça veut dire le fait d'être partout en même temps. Okay. Effectivement, le rapport moderne à l'œuvre d'art n'est plus celui de l'originalité, c'est celui de l'accessibilité et de l'ubiquité. Ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art aujourd'hui, c'est sa large diffusion au public le plus nombreux possible.
Autrement dit, hein, c'est dingue que Benjamin écrive ça en 1935, mais dis-moi combien tu as fait de vues, et je te dirai combien tu vaux. C'est l'Instagramisation avant l'heure, pardon, de l'œuvre d'art. Ce qui fait donc le rapport contemporain à l'œuvre d'art, c'est son caractère démocratique. Démocratique au sens le plus faible possible, c'est l'accessibilité aux masses de l'œuvre d'art. Alors, il y a au XIXe siècle en particulier des arts qui vont apparaître et qui ont intégré dans leurs principes la reproductibilité. Lesquels? Quels sont les deux arts créés au XIXe siècle dans lequel la distinction entre original et copie n'a plus aucun sens? Ouais. Ouais, la photo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une photographie originale? Est-ce que c'est le premier tirage? Est-ce que ce sont les négatifs? Il n'y a pas d'original en photographie. Et qu'est-ce que c'est qu'un film original? Qu'est-ce que c'est que l'original d'un film, plutôt? Est-ce que ce sont les rushs, c'est-à-dire les images qui ont été filmées, tournées sans montage? Est-ce que c'est le film terminé pour la première fois? Est-ce que c'est quelque chose comme l'avant-première? Est-ce que c'est le directeur Scott? Est-ce que c'est la version de 4 heures du film de Zack Snyder ou la version seulement de 2 heures et demie? Etc., etc., etc. Il n'y a pas d'original en photographie, il n'y a pas d'original en cinéma. Oui. Oui, mais est-ce que ça a plus de valeur que la photographie développée, le négatif? Non. Quand on achète une photographie, on achète la photographie généralement signée d'ailleurs, d'un artiste, et c'est totalement arbitraire, si vous voulez. Les photographies sont numérotées, et si vous avez le numéro 1, ça vaut plus que si vous avez le numéro 15. Mais au fond, l'imprimante est la même, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas y a pas de privilège particulier du numéro 1, alors qu'il y a il y a un privilège certain, si vous voulez, d'une toile de Picasso par rapport à sa reproduction cinématographique ou surtout photographique. Ça, c'est clair. Donc déjà au XIXe siècle, il y a des arts qui intègrent complètement le principe de la reproductibilité dans leur processus créatif. C'est clair. Mais ça va même plus loin que ça. J'ai le souvenir qu'une metteuse en scène qui s'appelait Brigitte Jacques, qui s'appelle toujours d'ailleurs, je crois, Brigitte Jacques, qui était metteuse en scène à la Comédie Française, nous expliquait que maintenant que les pièces de théâtre sont filmées à la Comédie Française, on ne met plus en scène exactement de la même manière le théâtre qu'on le faisait il y a un siècle, très probablement. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte le placement des caméras, et ça va influencer le jeu de l'acteur. Autre point que me faisait remarquer mon professeur d'histoire en Hippocagne et en Cagne, Daniel Henry. Daniel Henry remarquait à juste titre que la chanson allait évoluer à partir du moment où il y allait y avoir des 45 tours euh, et des micros, forcément. Euh, Premièrement, vous n'êtes plus obligé de pouvoir chanter à 500 personnes sans micro à partir du moment où il y a un micro. Vous pouvez vous appeler Benjamin Biolay et faire de la chanson maintenant. C'est-à-dire ne pas avoir de voix et chanter quand même. Bon, je m'en prends à Benjamin Biolay, c'est méchant. Je pourrais dire Charles Aznavour. Charles Aznavour, vous le faites chanter sans micro, enfin, vous le faisiez chanter sans micro euh, dans une gare, personne n'entendait rien, hein. Personne n'entendait rien.
Et donc, en fait, les techniques de reproduction vont influencer la création artistique, vont faire émerger un autre type d'artiste, un autre type de créateur. Très clairement, il y a plein de films qui sont connus, qui sont beaucoup plus connus que les originaux romanesques dont ils sont tirés. Qui a lu Orange Mécanique? Qui a lu Minority Report? Qui a lu Barry Lyndon? Qui a lu Psychose? Personne. C'est des romans qui ont été adaptés et qui ont été adaptés de manière célèbre au cinéma. L'original vaut moins que la copie maintenant, dans certains cas, que la reproduction, que l'adaptation. Alors, c'est ce que Benjamin veut dire lorsqu'il dit maintenant l'œuvre d'art est politique, ou plutôt le rapport que nous entretenons à l'œuvre d'art est celui de la politique, c'est-à-dire que le public exige l'accessibilité de l'œuvre d'art. Alors, combien de temps il reste? Excusez-moi, c'est pour un problème de batterie, j'ai plus que 11%. 10-15 minutes, ok. Alors je vais peut-être brancher mon ordi, pas sûr de pouvoir tenir jusque-là. Hop. Donc, pour revenir à ce que je disais, l'art est devenu une industrie, un art de masse. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant, n'importe qui peut avoir accès très facilement à l'ensemble des œuvres d'art jamais créées sur Terre. On a Google Images maintenant. On a Spotify maintenant. On n'a plus besoin, on achète quasi, enfin, il n'y a plus que moi qui achète des vinyles aujourd'hui. On n'achète plus de CD. On va de moins en moins à des concerts, alors qu'avant, quand on n'avait pas de tourne-disque, c'était quand même la seule manière d'entendre de la musique. Bref, l'œuvre d'art devient extraordinairement fluide. Elle se propage via le numérique à n'importe qui, de manière instantanée. Il suffit d'avoir le Wi-Fi et on a accès à l'art. Alors, c'est ce qui rejoint en grande partie l'analyse que va faire Aude de Kéros, A-U-D-E, plus loin D-E, Kéros, K-E accent aigu R-O-S, Aude de Kéros, dans L'Art caché, un bouquin qui s'appelle L'Art caché, et dans lequel elle explique ce que c'est que l'art contemporain. L'art contemporain, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'art d'aujourd'hui. L'art contemporain, c'est l'art qui est de l'art tout de suite. C'est de l'art instantané. Alors qu'il fallait parfois des décennies, voire des siècles, pour savoir ce que c'était qu'un grand écrivain, un grand peintre, un grand musicien. Typiquement, à l'époque de Mozart, Salieri, le célèbre rival de Mozart, a autant de succès, voire plus de succès que Mozart. Aujourd'hui, qui connaît Salieri? À part ceux qui ont vu le film. Vous n'avez pas vu le film en plus. Ok. Bon, c'est bien Salieri, mais c'est moins bien que Mozart. Oh. Ah, il y a mieux que Mozart, attention. Alors, Beethoven. Oui, oui, pareil. Je
je suis assez d'accord. Mais il aura quand même fallu, parfois, pour des grands compositeurs, si vous voulez. Par exemple, typiquement, Bach, personne ne connaît, quoi. Personne ne connaît, à l'époque du vivant de Bach, personne ne sait qui est Bach. Il a fallu un siècle et demi, pour que Bach marque à jamais de son nom l'histoire de la musique classique. C'est pareil pour certains écrivains, si vous voulez. Encore que, il y a un phénomène on va dire, de staritude au XIXe siècle avec les romanciers. Mais en fait, l'art, l'art se déploie dans le temps, et c'est très important parce que ça veut dire que c'est le public qui fait la valeur d'une œuvre d'art. Que se passe-t-il avec l'art contemporain? L'art contemporain renverse le rapport traditionnel que nous avons à l'œuvre d'art. Comment procède-t-on? On décide, quand je dis on, c'est certaines grandes fortunes décident à l'avance que telle ou telle personne est un artiste, et ensuite tout ce qu'ils vont faire sera de l'art. Le premier à avoir senti cela, en avoir eu l'intuition, c'est un artiste français qui s'appelle Marcel Duchamp, que vous connaissez sans doute. Marcel Duchamp, ça doit être juste avant la Première Guerre mondiale. Marcel Duchamp va au BHV à Paris. Donc, vous pouvez aller au BHV à Paris, c'est un lieu qui est plein d'aura, hein, depuis que Marcel Duchamp y est passé. Il achète un porte-bouteille, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est le truc où on laisse sécher les bouteilles qu'on rinçait, et il l'achète pour, je ne sais pas moi, 5 francs, et il le revend à une galerie d'art pour 5000 francs, en le signant, en disant voilà, voilà, ça c'est mon œuvre. Et il fera ensuite la même chose avec un urinoir, c'est-à-dire typiquement une sorte de pissotière, le modèle qu'on a au lycée à peu près, hein. Il appellera ça La Fontaine, et il vendra ça à une galerie d'art. Okay. C'est, on peut dire, le début, et on peut dire c'est aussi le symptôme de l'art contemporain. C'est-à-dire, c'est quand même globalement, dans certaines de ces manifestations, une manière de se foutre de la gueule du public. Okay. Le problème, c'est que les galeries d'art vont comprendre que ça peut rapporter énormément d'argent. Pourquoi? Parce que le Caravage, il met 5 ans à faire un tableau. Marcel Duchamp, il met 5 minutes à acheter une pissotière. Donc vous allez pouvoir en faire plus. Vous allez pouvoir produire beaucoup plus d'œuvres. Donc vous allez pouvoir faire un marché de l'œuvre d'art. Donc, vous comprenez ce que Aude de Kéros veut dire. Aude de Kéros veut dire qu'avant, il y avait un travail en amont de l'œuvre d'art, c'est-à-dire que l'artiste travaillait pour produire l'œuvre, et il y avait un travail du public, c'était le travail de la reconnaissance. L'art contemporain abolit, en tout cas un certain art contemporain, qui ne veut pas dire l'art d'aujourd'hui, qui veut dire l'art tout de suite. L'art contemporain abolit ce double travail, puisqu'on décide par avance qui sera un artiste et qui n'en sera pas, et surtout, on se passera bien de l'avis du public. Car qui osera me dire que la valeur d'un Damien Hirst ou d'un Jeff Koons est corrélée à son succès populaire? Tout le monde se fout, et même je pense que le public trouve ça légèrement horrible, de voir des espèces
de statues de chiens dans les jardins de Versailles, ou de voir cette espèce de main tenant une tulipe, ou des tulipes, sur la place du Trocadéro. Tout le monde trouve ça très moche en fait. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même des sous. Alors, j'en ai fini sur la question de l'imitation. On va mettre ça de côté et attaquer une nouvelle partie sur précisément la question de l'art contemporain. Donc, grand je ne sais quoi, grand 2, je crois. Grand 2. L'art, manière de faire et de défaire les mondes. L'art, manière de faire et de défaire les mondes. Alors, on va lire un texte de Nelson Goodman qui, en fait, s'inscrit totalement dans le problème que pose l'art contemporain. Le problème que pose l'art contemporain à partir de Duchamp, c'est que l'œuvre est totalement déconnectée de la question du beau, et même parfois de la question de la création. L'artiste n'est plus forcément un créateur et ne recherche pas forcément le beau. Alors, on va lire ce texte, tout le monde le lit avec moi. La littérature esthétique est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'art ?» Cette question, souvent confondue sans espoir avec la question de l'évaluation en art « Qu'est-ce que l'art de qualité ?» s'aiguise dans le cas de l'art trouvé, la pierre ramassée sur la route et exposée au musée. Elle s'aggrave encore avec la promotion de l'art dit environnemental et conceptuel. Le pare-choc d'une automobile accidentée dans une galerie d'art est-il une œuvre d'art ? Que dire de quelque chose qui ne serait pas même un objet et ne serait pas montré dans une galerie ou un musée ? Par exemple, le creusement et le remplissage d'un trou dans Central Park, comme le prescrit Oldenburg. Alors, la situation s'est légèrement dégradée depuis Oldenburg, puisque je ne sais plus quel artiste s'était enfermé dans une dalle de béton au Mucem à Marseille, et quel autre avait entrepris de forniquer avec des arbres dans les environs d'Avignon. Ne riez pas, ce sont vos impôts. Enfin, les impôts de vos parents pour le moment. En tout cas, ce sont les miens. Si ce sont des œuvres d'art, alors toutes les pierres des routes, tous les objets et événements sont-ils des œuvres d'art ? Bonne question. Si n'importe quoi peut être, si tout peut être une œuvre d'art, est-ce que n'importe quoi peut être une œuvre d'art ? Sinon, qu'est-ce qui distingue ce qui est une œuvre d'art de ce qui n'en est pas une ? Qu'un artiste l'appelle œuvre d'art ? Que ce soit exposé dans un musée ou une galerie ? Aucune de ces réponses n'emporte la conviction. Autrement dit, ce que dit Goodman, c'est qu'avec les pratiques artistiques contemporaines et la déconnexion de l'art avec la pratique de la création et la recherche du beau, voire clairement dans le cas d'Oldenburg, de la question du sens, hein, parce que creuser un trou pour le remplir à Central Park et dire que c'est la condition de l'homme moderne, je suis désolé, mais bon, je fais la même chose avec une boîte de conserve vide en disant c'est pour exprimer la vacuité de mon existence, et bah voilà, ça n'a strictement aucun sens. Donc,
à partir du moment où la pratique artistique s'est totalement déconnectée de la recherche du beau, de la question de la question de la création et de la question du sens, la question n'est plus qu'est-ce que l'art? La question est quand y a-t-il art? À partir de quel moment avons-nous affaire à une pratique artistique et à une œuvre? Voilà. On va reprendre là-dessus dans la joie et la bonne humeur la semaine prochaine, mais directement via vidéo.